Donc, on va étudier Carl Zeiss en date d'aujourd'hui, ce qui fait partie de notre watchlist. Je rappelle que Carl Zeiss, vous allez la retrouver ici. La dernière fois qu'on a mentionné cette compagnie, je pense qu'on était aux alentours, enfin, on l'attendait aux alentours de 72 euros par là, c'était au mois de mai 2025. Maintenant, on va faire une mise à jour assez rapide et je vais utiliser deux prompts. Celui-ci, qui est qu'on appelle l'analyse structurelle de la chaîne de valeur. Tout est en description de la vidéo. Il y a un seul lien, donc vous allez directement sur cette page-ci. Et donc, l'analyse structurelle ici, c'est pour savoir à peu près qui détient la valeur dans cette industrie, savoir, enfin, par rapport à cette compagnie, parce que la compagnie en question a des clients, elle a des fournisseurs. On veut savoir qui détient la valeur économique à long terme et est-ce qu'elle est durable. Est-ce que ce sont les clients? Est-ce que ce sont les fournisseurs ou bien c'est la compagnie qu'on est en train d'étudier? OK, c'est ici. Et on va étudier également ce prompt qui nous permet de savoir est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. OK, donc on va commencer par celui-ci. Et je pense que c'est ça. Non, c'est ici. Simple. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle conçoit, vend des dispositifs optiques de haute précision, laser, microscope et des consommables pour la chirurgie ophtalmique et la microchirurgie. Attention, le groupe Zeiss est énorme. Ou bien le groupe Carl Zeiss est juste énorme. Je pourrais me dire que c'est un conglomérat industriel. Et là, on parle uniquement de la partie Meditech. D'accord? Parfois, dans certaines vidéos, vous m'avez entendu parler ici de Carl Zeiss ici, mais qui est un fournisseur de ASML. Mais attention, ça, c'est le groupe. Cette partie-là n'est pas cotée en bourse. D'accord? Carl Zeiss, c'est la partie cotée en bourse qui est uniquement liée au secteur ophtalmique et la microchirurgie. Et vous voyez ici généralement que le vieillissement de la population est un marché porteur à long terme. Donc, c'est un concurrent ici de Alcon. Est-ce que nous avons ici un avantage concurrentiel? Généralement, la marque, parce que Carl Zeiss a une certaine réputation, ainsi que la propriété, enfin, vous avez également, c'est un intangible, la propriété intellectuelle, etc. Sans compter ici les coûts de changement par rapport à l'intégration logicielle et diagnostique aux équipements chirurgicaux. Donc, Carl Zeiss ne vend pas juste l'équipement, ils vous vendent également le logiciel. Et si vous avez plusieurs équipements Carl Zeiss dans votre workflow, dans votre hôpital ou bien dans votre clinique ici, le pouvoir de changement, le coût de changement est de plus en plus élevé. OK? Donc, c'est une entreprise qui pourrait mériter d'avoir une place dans notre watchlist. Et vous pouvez voir ici que c'est une entité qui est liée au vieillissement de la population. Donc, on parle ici de tout ce qui concerne ici la baisse de la vue à long terme. OK? Donc, concurrent également de Essilor, etc., dans une certaine mesure. OK? Alors, si on va regarder ici au niveau de la chaîne de valeur, qui détient la valeur à long terme? Est-ce que ce sont les clients? Et qui sont les clients de cette compagnie? Les clients sont les hôpitaux. OK? En aval, ce sont les hôpitaux. Et les hôpitaux ici, c'est eux qui ont par exemple les équipements, etc. Ils se font payer par qui? Par des patients. Et les patients, s'ils ont des assurances, c'est encore mieux. Parce que si j'achète énormément d'équipements Zeiss, je les mets dans mes hôpitaux, mais que mes patients n'ont pas d'argent, je fais faillite. Donc techniquement, le payeur, il est très important. Donc les assurances sont très importantes. Donc quand on parle ici d'assurance, si on est au niveau des États-Unis, ça sera à peu près les UNA, les United Health, Cigna, etc. Ça peut également être Medicare et tout ce que vous voulez avec, quoi qu'ils sont en partenariat, etc. Donc, ça reste à peu près ce que j'ai cité précédemment. Si on est en France, ça peut être peut-être la sécurité sociale, ce genre de choses-là. OK? Et si on revient sur Carl Zeiss Meditech ici, on a des fournisseurs qui sont là. Et les fournisseurs, est-ce qu'ils ont un pouvoir de négocier? Est-ce qu'ils ont par rapport à leur pouvoir, pouvoir économique à long terme? Est-ce qu'il est de plus en plus en croissance ou bien il est plutôt stable? Ici, il est plutôt stable. Carl Zeiss, son pouvoir est plutôt en hausse sur les dernières années. OK? Et vous allez voir que c'est couplé également avec le digital parce que Carl Zeiss, ce n'est pas juste la vente de système. On a la vente de système, de consommables et on a le logiciel. Donc, ces deux éléments vont ensemble. Par rapport aux cliniques, ils sont sous pression parce que s'ils veulent avoir la qualité, ils n'ont pas le choix que de payer. Et avec la maintenance, etc., les prix augmentent de manière générale. Et donc, eux, est-ce qu'ils ont un gros pouvoir? On va se dire que c'est pas trop ça. Donc, dans cette chaîne de valeur, quand tu prends Zeiss Carl ou bien Carl Zeiss ici, elle est mieux positionnée à long terme pour performer. OK? So, maintenant,
Tout va se jouer avec ses concurrents, etc. On a une autre cartographie ici pour les concurrents sectoriels. Bref, ça, c'est un autre prompt de manière générale. Donc ici, on peut déjà voir que c'est une entreprise qui peut être intéressante de manière générale. Et là, quand je viens là, au niveau de l'analyse quantitative, on va faire ça ici. Zscaler, c'est AFX. AFX, compagnie éligible au PEA. Et ne venez pas me dire ici que oui, c'est une allemande, le dividende, etc. Et les amis, quand on achète une entreprise, on ne l'achète pas juste pour son dividende, on l'achète surtout pour sa performance à long terme. D'accord? Donc, vous pouvez même... Le tout, c'est de l'acheter à un prix qui vous semble correct en prenant en considération tous ces à peu près-là. OK? Merci. Maintenant, si on va regarder cette compagnie, le price action, ce n'est pas trop stable depuis plusieurs mois. D'aucuns disent, oui, mais le prix, la tendance de prix n'est pas intéressante. Si la tendance de prix n'est pas intéressante, la première question que tu dois te poser, c'est combien de fois les bénéfices les gens payaient pour l'entité à l'époque? Les gens ont payé 66 fois les bénéfices, 67 fois les bénéfices. Est-ce que c'est normal? Non. Cette industrie, on vend quoi? Équipement and supply. Rappelez-vous, équipement and supply, c'est au moins 20 fois les bénéfices. Au moins 20 fois les bénéfices. Quand vous trouvez une entreprise pareille s'échanger à 20 fois les bénéfices avec des opportunités de croissance, magnifique. Si c'est en dessous, magnifique. Si c'est plus que 20 fois les bénéfices, disons à 25 fois, posons-nous des questions. Tout va dépendre des perspectives de croissance. Bref, dans ce domaine, ce n'est pas comme les pharmaceutiques. Pour moi, c'est max, c'est 15 fois les bénéfices. Bref, ici, aujourd'hui, elle cote à 20 fois les bénéfices. Donc, on revient plutôt au niveau de la moyenne. D'accord? Il n'y avait aucune raison de l'acheter ici. Donc, si tu t'assois, tu dis oui, mais le prix était trop élevé, le price action n'est pas beau à voir, ça ne valait pas ce prix ici. On était à 66 fois les bénéfices à 198. Donc, si on fait, disons, 200 € l'action, divisé par 66, si on multiplie ça par 25 plutôt, admettons, on exagère. Non, je mets par 20. Un prix intéressant euro est aux alentours d'une soixantaine d'euros par là, sans prendre en considération la dette. Maintenant, on va regarder cette compagnie du point de vue revenu. Première chose, rappelez-vous qu'elle a une croissance séculaire. Ensuite, marge brute. Donc, la base de produit installé est très importante pour elle. OK? Marge brute est plutôt stable. J'aime ça. Marge EBITDA. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui est on a une marge EBITDA moins élevée que d'habitude. D'habitude, on avait je pense qu'en médiane, on a combien ici en termes de marge EBITDA? On a quelque chose alentour de 15 fois les bénéfices, 15%. Aujourd'hui, on se retrouve avec du 12%. Donc, il y a une pression au niveau des dépenses opérationnelles. Est-ce que c'est la recherche et développement qui augmente? On peut regarder. Research, R&D par rapport aux revenus. Research, donc on a le R ici. Où est-ce que je veux trouver le R&D ici? R&D, donc laissez-moi juste un instant, je regarde ça ici. R&D par rapport aux revenus. Est-ce que le R&D par rapport aux revenus a augmenté? Vous voyez qu'il a, regardez, 14%, 17%. 3% en supplément. Par rapport aux années précédentes, on avait du 10% en moyenne. Là, ça a presque doublé. On a 70% en plus. Et vous constatez que quand les marges, les R&D commencent à diminuer, l'EBITDA commence à remonter un tout petit peu. Donc la R&D ici, est-ce qu'elle est plutôt durable ou temporaire? Ce qui veut dire qu'on va comparer par rapport à la moyenne du secteur d'activité. Est-ce que notre niveau de R&D est plus élevé que la moyenne sectorielle? Ça ne veut pas dire que parce que c'est plus élevé qu'on va forcément trouver quelque chose. On doit au moins être au niveau de la moyenne. Ça ne veut pas également dire que parce que c'est moins élevé, qu'on va rien trouver d'intéressant. C'est très subjectif, la R&D. Mais il est toujours préférable d'être au niveau de la moyenne. OK? Comme ça, par exemple, que Novo Nordisk avait des marges très élevées par rapport à Eli Lilly. Et si vous regardez, Novo Nordisk avait les marges, en termes de recherche, les moins élevées dans le secteur d'activité. OK? Et quand vous allez regarder une entreprise ici, comme ça ne l'a pas empêché ici de trouver des bonnes formulations ici, des blockbusters. Il y a quelque chose qui me venait en tête tantôt. Voilà. ProMedicus. Je reviens encore sur cette compagnie parce qu'elle m'a beaucoup marqué. OK? Cette compagnie, est-ce que vous savez que c'est une entreprise qui a acheté à 5 millions une entité une entité qui lui génère des centaines de millions en date d'aujourd'hui? À 5 millions. 5 millions. La capacité d'allocation du capital de ce management, franchement, 5 étoiles pour le management. Acheter à 5 millions quelque chose qui vaut des milliards en date d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Allez juste regarder l'histoire de cette compagnie. Ceux qui ont accès
aux différents prompts. Utilisez le prompt historien. Ou bien ou bien la cartographie sectorielle, etc. Bref, il y en a un là qui vous parle du secteur d'activité, point par point. Comment est-ce qu'on en arrive là? Bref, revenons ici. Zscaler, on voit ici que la marge, le recherche de développement augmente. Je peux faire une pause à ce niveau et essayer de comparer avec Alcon, qui était un concurrent. Et Alcon, marge moins élevée. Je pourrais même mettre Essilor, parce qu'on touche toujours au domaine de la vue. Moins élevé. Je pourrais même mettre également quelle entreprise comment elle s'appelle encore? Bausch & Lomb. Oui, j'ai une bonne mémoire de temps en temps. Bausch & Lomb, qui est également spécialisée dans le domaine de la vue, on a du 7%. Donc pourquoi est-ce que cette compagnie dépense énormément? Attention, ces entités, est-ce qu'ils vendent ça, c'est équipement, Alcon. Essilor, ça dépend. OK? Essilor, ici, on la classe où? Essilor, c'est plutôt Healthcare également. Bref, on peut se dire ici qu'elle dépense énormément par rapport aux autres entités en termes de recherche et développement. Et quand on arrive sur cette compagnie en date d'aujourd'hui, on peut se dire que la première chose qu'on va regarder, c'est pourquoi est-ce que la recherche et développement a augmenté. D'accord? Est-ce qu'on va revenir à une certaine moyenne? Parce que si ça baisse, vous allez voir que la marge EBITDA va augmenter, littéralement. Donc, premier point. Vous voyez, on peut poser des questions directement juste en regardant les chiffres. Hein. Il faut les interpréter. Il ne faut pas juste dire « Oh non, la marge EBITDA diminue. » Pourquoi? Je sais quand la différence entre bénéfices opérationnels et EBITDA, c'est au niveau de la dépréciation et amortissement. Et au niveau si le bénéfice opérationnel diminue, ça veut dire ici que ça se passe au niveau des dépenses opérationnelles. Et donc, les dépenses opérationnelles impactent donc l'EBITDA. Et dans les dépenses opérationnelles, vous avez quoi? Coût variable, coût fixe. D'accord? Le variable, c'est quelque chose comme... La R&D, c'est du variable, donc on peut la réduire rapidement sans qu'il y ait un réel impact à court terme sur le business. Attention. Mais le fixe, ça paye comme les salaires. On ne peut pas réduire les salaires aussi rapidement. D'accord? Faites attention. Donc, je vous laisse aller regarder ça ici. Même la dépréciation amortissement, c'est questionnable. Bref, ici, on a déjà constaté qu'ils dépensent plus que leurs concurrents. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils arrivent à trouver quelque chose d'intéressant. Donc, vous voyez également que si vous regardez la structure même actionnariale de cette entreprise, c'est une entreprise qui est dirigée par une famille. Et donc, ils ont peut-être ici une vision plus long terme que les autres. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dépenser autant parce que personne ne va leur dire ici « Oh, vous êtes en train de gaspiller de l'argent. » Non. Ils savent ce qu'ils font. Pour le moment, le marché, leur a plutôt donné raison sur les dernières années. Bon, jusqu'aux 200 € par là, etc. Mais est-ce que c'est une entité qui est en train de mourir? Prenons les free cash flow. Free cash flow, net income, est-ce que les deux vont dans le même sens? 1, 2, on prend ça, on les met sur le même graphique. Oui, les deux vont dans le même sens. Donc, free cash flow et net income, c'est à peu près la même chose. Donc, margin de net income ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose aux alentours ici. Voilà, vous avez également une baisse. Hein. On a quelque chose aux alentours des 6%. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a une baisse? Est-ce que c'est durable ou temporaire? Moi, je pencherais plutôt pour quelque chose de temporaire. Si on prend le net income ici, les attentes, prenons le consensus en N+3, 200 millions. Net income, qu'est-ce qu'ils ont? Net income ici, on a combien? 141 millions. Donc, on s'attend à une croissance. Même si avant, on était à 450 € en moyenne en N+3, aujourd'hui, c'est 243, la moitié moins que ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que Carl Zeiss ici souffre dans une zone géographique en particulier? Peut-être en Chine, on ne sait strictement rien. On peut le voir ici. On peut toujours questionner notre prompt. La Chine, la région APAC fait partie de 48%. Donc, APAC, donc 48% en Chine. Donc, la Chine est un marché majeur. Bon, je pense qu'on commence à voir à peu près une partie de la réponse. Problème avec la Chine, tout ce qui concerne ici le Covid, etc., machin truc. Mais la Chine reste un très gros marché. Un ralentissement en date d'aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que la croissance de Carl Zeiss va s'arrêter? Je ne pense pas. Et donc, c'est une entreprise qui pourrait mériter 25 fois. C'est une entreprise qui pourrait revenir au plus haut de 2022. Il y a de fortes chances. Donc, admettons que, en attendant, voilà, qu'on revienne juste à ce qu'on a connu en 2022.
D'accord? Donc, sur les attentes ici des années par rapport à 2028, on a du 2,73 $ alors qu'on avait du 2,73 € alors qu'on avait du 3,29 €. Est-ce que je peux me permettre d'être optimiste sur ce dossier? Pourquoi optimiste? Parce que la pathologie que cette compagnie va avoir tendance à soigner, il y a une croissance structurelle de fond dessus, littéralement. Et Zscaler vend un équipement, plus des consommables, plus des logiciels. Il lui suffit juste d'avoir une base installée assez élevée. Donc présentement, le secteur traverse, ou bien l'entreprise traverse une période assez difficile. Et vous allez peut-être le voir sur d'autres entités qui font à peu près la même chose qu'elle. Et donc Zscaler, vous allez voir qu'on se rapproche déjà du 15 fois les cash flows opérationnels. Pour une entreprise pareille, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Et donc, je vais rester sur mon 25 fois les bénéfices, sur cette entité. OK? Ça fait à peu près 70 € par là. Moi, la dette nette, est-ce que c'est une entité qui est très endettée? On va regarder ça ici. Dette nette, je ne pense même pas. Elle n'est pas endettée. Oh là là. La dette a augmenté ici de 100 à 500. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait une acquisition sur la dernière période? Non, pas du tout. Pas d'acquisition. Est-ce qu'on a racheté les actions? Dilute share, buyback. On a ça ici. Presque pas grand-chose en tout cas. En tout cas, il faudrait poser la question pourquoi est-ce que la dette a augmenté. Ça ne me dérange pas parce qu'ils ont les moyens de payer cette dette-là. Dette nette, c'est une entité qui pourrait rapporter au moins 150 millions par là, donc ils peuvent payer la dette avec les free cash flow. Okay? Si on regarde à peu près la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient? On a quelque chose alentour de 1,5 fois l'EBITDA. Bref, passons à l'évaluation. Je prendrai 25 fois les bénéfices. Et uniquement parce que je pense qu'on a une croissance séculaire ici. 25 fois les bénéfices par rapport à 2028. Et encore, j'essaie de regarder, est-ce que la tendance s'améliore? 2028, 3 €, 2,72. Ce n'est pas trop ça. OK, donc on va quand même rester prudent ici, mais je prendrai 25 fois les bénéfices. Pendant une certaine période, on va souffrir. Encore une fois, ceux qui sont intéressés par Zscaler, allez-y en profondeur. Mais je pense que le problème va se trouver... Enfin, il y a de fortes chances que le problème se trouve en Chine. Mais ils n'ont pas un produit. Votre plus gros marché, c'est la Chine. Donc, la Chine peut mettre un moyen, peut avoir une... Vu qu'ils achètent en gros chez eux, c'est l'État, l'assureur. OK? Donc, sans doute, ils demandent des rabais pour des volumes plus élevés. En tout cas, il y a une croissance séculaire parce qu'il y a de plus en plus de... La Chine est vieillissante. OK? C'est un marché porteur. On peut sacrifier les volumes à court terme ici pour les marges à long terme. OK? Parce que la base installée vous permet d'avoir une récurrence au niveau des revenus. Pourquoi je ne vais pas payer 25 fois les bénéfices ici? Ça fait 68 €, moins la dette nette qui est pour moi presque 68 €, moins la dette nette. On va prendre ici en yearly, 68 moins 7. Et encore qu'il faut regarder, oui, ça va. 70, c'est en septembre 2025. Donc, 68 moins 7, ça fait 61 €. Donc, je vais juste modifier le target qu'on avait précédemment. On va mettre à 61. On va l'ajuster en conséquence. Mais comme je l'ai dit toujours, je pense que c'est une entreprise qui peut remonter aux alentours qui peut reverser aux alentours des 3 € comme précédemment. C'est possible. Si on arrive juste à refaire la même chose de 2022, d'accord, on avait 3,29 € à 25 fois les bénéfices, moins à peu près une dette nette de 7 €, je ne sais pas quoi là, on retombe aux alentours, excusez-moi, ça fait 82, donc on retombe aux alentours, donc 83 moins 7, on arrive à peu près aux alentours des 76, donc ça reviendra à peu près à la même chose que précédemment. OK? Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui exceptionnellement, je vais juste faire la mise à jour normale. 68 moins 7, donc ça va 61 € par là. 61, je pense que c'est ça. Hein. Laissez-moi juste regarder. C'est ça, 61 €. Oui, c'est ça, 61 €. Donc, je vais mettre 61 € ici, ça ne change pas grand-chose. Petite réduction. 61. Boum. Et on met le target price d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, il me semble qu'au prix actuel, pour moi, ça reste assez intéressant. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende? Oui. Il y a de fortes chances que le dividende continue en général, même si, visiblement, on l'a réduit
en 2025. Mais voilà, c'est un business géré par une famille, donc ils ne sont pas là pour du court terme. OK? Donc moi, je pense, ça ne me dérange pas qu'on réduise le dividende, surtout si c'est pour des bonnes raisons. Maintenant, il faudrait creuser pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, etc. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. OK? On aurait également pu utiliser le cash flow opérationnel. Je paye, disons, 15 fois les cash flow opérationnels, même si je pense que ça pourrait être bien plus que ça. Moins 7, on tombe à peu près aux alentours ici de 55. Voilà. 55 euros. Si vous prenez le 61 précédent, plus 55, si vous ne savez pas lequel choisir entre les deux, vous coupez la poire en deux, ça donne à peu près une cinquantaine de 58 euros par là. Donc, tout ce qui se négocie en dessous de ce prix-là, c'est une opportunité. Donc, on a payé 15 fois les cash flows opérationnels, comme on a payé également 25 fois les free cash flow. Donc, ce prix-là, on trouve toujours un prix bien au-dessus de ce qu'on nous propose en date d'aujourd'hui. C'est un bon deal. Je trouve que c'est un bon deal. Donc, aujourd'hui, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 40 euros, une entité qui pourrait me rapporter aux alentours des 2,73 € en 2028. Donc 40 euros, 2,73 €, on tombe à combien? 7%. Et si tout se passe bien, on pourrait atteindre le plus haut de 2023, peut-être même les dépasser. Donc on avait 3,29 €, disons 3,30 € par rapport au prix actuel, ça donne combien? 8%. Ça pourrait être intéressant à les regarder profondément. Moi, j'aime bien. En tout cas, la croissance séculaire m'intéresse énormément. Et quand le moment où on identifie le problème, déjà, je sais que le prix était trop élevé, les attentes, etc. Dès le moment où on a une certaine réduction, le marché commence à s'emballer, revient à la normale. Donc là, c'est une entité qui ne devait pas déjà s'échanger à plus que 70, 60 euros par là. OK? Et si on arrive aujourd'hui et qu'on nous permet d'acheter cette compagnie en dessous des 60 euros, donc encore 50% plus bas que ça, non pas 50%, je pense que c'est 30% plus bas que ça, c'est bien ça, aux alentours. Ça donne à peu près aux alentours, oui, ça donne à peu près, on nous propose 40 euros pour un bon business. En tout cas, pour moi, c'est intéressant. Et s'ils réduisent le volume de recherche et développement, le bénéfice net va augmenter. Est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce que c'est une bonne chose de le faire, de réduire? Peut-être pas. D'accord? Donc, faites attention. En tout cas, j'ai des éléments ici qui me permettent de penser que Zscaler peut être intéressant à aller regarder. Oh, il n'y a pas d'entité dans le PEA, vous êtes sérieux, les amis? Voilà une entité qui pourrait ressembler à quelque chose pour vous. Ne regardez pas le price action, ça on s'en fout. C'est là pour nous servir. Ce qui nous intéresse, c'est le business sous-jacent. Vous avez des éléments de réponse ici, assez rapides, ici, là, ou bien pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez tous ces différents prompts qui répondent. Vous pouvez utiliser pour la même entreprise. Vous avez la cartographie concurrentielle. Qui sont nos concurrents? L'architecture, l'analyse d'architecture sectorielle ici, l'analyse sectorielle historique. D'où est-ce que ce secteur vient? Pourquoi est-ce qu'il ressemble à ce à quoi il ressemble en date d'aujourd'hui? Quels sont les problèmes qu'il a connus par le passé? Bref, les amis, le panorama de l'offre et de la demande dans le secteur d'activité. Bref, je vous laisse aller voir ça. Pour ceux qui ont accès au prompt, vous les voyez. Pour ceux qui veulent y avoir accès, vous avez le combo ici ou bien vous les prenez de manière individuelle. Pour le reste ici, on se donne rendez-vous sur les autres vidéos ici. Toutes les informations nécessaires sont sur la vidéo. Et ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Merci, au revoir. Zscaler reste dans ma watchlist en date d'aujourd'hui. Merci.